Désormais, nous allons parler un peu de géopolitique, qui est un autre aspect. Donc, il y a la déstabilisation économique, mais aussi la déstabilisation géopolitique par le droit. Et c'est Maître Ardavan Amir-Aslani qui va prendre la parole. Allez-y, merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci pour votre présence. Nous avons entendu des brillants exposés sur l'impact du droit dans les échanges internationaux. Je vais vous présenter une autre lecture. Le droit seul ne peut pas agir. Les deux textes qui ont été mentionnés, que ce soit la FCPA, qui signifie littéralement Foreign Corrupt Practices Act, ne sanctionnent pas le corrompu, sanctionnent le corrupteur qui doit être américain. C'est-à-dire que si une entreprise française qui n'a pas de lien avec les États-Unis devait corrompre une entreprise au Congo-Brazzaville, la FCPA ne s'applique pas juridiquement. Pareil pour le régime des sanctions. Là où les Américains sont d'une très grande finesse, c'est qu'ils ont réussi à étendre la notion de US person, de qui peut être américain, qui peut être une personne américaine, pour faire en sorte à ce que les entreprises étrangères, quand bien même elles n'ont quasiment pas de lien avec les États-Unis, puissent être considérées comme étant des personnes américaines, et donc de la sorte tomber sous la juridiction de la loi américaine. Qu'est-ce qu'il faut pour cela? Une transaction en dollars US. Qu'est-ce qu'il faut pour cela? Qu'un courriel ait été adressé au départ de sol américain. Qu'est-ce qu'il faut pour cela? Qu'il y ait à un moment ou à un autre le recours à une technologie américaine ou à un savoir-faire américain. Donc en fait, la loi en tant que telle ne s'applique pas aux étrangers, mais l'interprétation que les Américains font de qui est étranger, qui est américain, quasiment de manière systématique, amène l'entreprise étrangère sous l'emprise de la loi américaine. Alors moi, je vais vous parler maintenant d'un cas particulier. Mon confrère a présenté la chose comme étant quelque chose qui relève de la géopolitique. C'est le cas. Mais je vais y arriver avec l'angle du droit. Aujourd'hui, les relations internationales, comme ça l'a toujours été, mais de plus en plus aujourd'hui, ne sont pas fonction du respect de la loi internationale ou du droit. C'est tout simplement une question de pouvoir et de puissance économique. C'est tout. Il y a une expression même qui en droit international dit tout simplement, pour savoir qui a juridiquement raison, il faut savoir qui est le plus fort. Might is right. Le pouvoir a raison. On peut citer 50 cas. Il y a eu dernièrement la saisine de la Cour internationale de justice à La Haye par l'Iran. Une sentence a été rendue condamnant les États-Unis pour non-respect des dispositions d'un traité régularisé dans les années 50. Les Iraniens ont gagné, mais ça leur fait une belle jambe, parce que la CIJ dépend des Nations Unies, et c'est le Conseil de sécurité qui détermine si cette sentence ou une autre sentence peut trouver application, et les Américains ont un droit de veto au sein du Conseil d'administration des Nations Unies. Le cas iranien est un cas révélateur. Pourquoi? Parce que c'est un cas qui est d'abord injuste, et c'est un cas qui, en fait, sanctionne inutilement et pousse vers le conflit géopolitique toute une région particulièrement sensible du monde sur des fondements qui n'ont aucun sens, aucune base juridique, si ce n'est la finalité de faire avancer une politique américaine. Les Iraniens ont régularisé le 14 juillet 2015 un accord avec l'ensemble des pays signataires du Conseil de sécurité, membres du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne, plus l'Union européenne. Cet accord disait tout simplement que suivant et moyennant l'abandon par l'Iran de son activité nucléaire illégale, c'est-à-dire la poursuite de l'enrichissement de l'uranium au-delà des seuils autorisés par le traité international de non-prolifération, l'Iran allait pouvoir réintégrer sa juste place dans le système financier international et dans le concert des nations. L'Iran a abandonné 100 milliards de dollars d'investissement, a débranché 13 000 centrifugeuses, a versé du ciment dans le réacteur à eau lourde de la ville d'Arak et a transféré vers la Russie
plus de 100 kg d'uranium enrichi à 20%, tel que l'accord le prévoyait. En échange, les Iraniens ont retrouvé le droit de pouvoir vendre leur pétrole. Pas pour pouvoir avoir accès aux marchés financiers, aux marchés internationaux d'argent, parce que les sanctions américaines qui frappaient l'Iran pour des soutiens allégués au terrorisme ou pour des considérations de droits de l'homme demeuraient intactes. Donc l'Iran ne pouvait, si vous voulez, avoir accès aux marchés financiers internationaux, au financement de projets, ni pouvoir librement intégrer le système bancaire international, parce que, comme la monnaie est fongible, comme les transactions en dollars demeuraient soumises à l'autorisation par les États-Unis, aucune banque internationale n'a accepté de transporter ou d'assurer le flux financier de ou vers l'Iran. Malgré cela, cette puissance américaine économique, qui se traduit par le droit comme étant un moyen faible pour la transposition d'une volonté qui est réellement économique, trouve à s'appliquer, non pas parce que l'Amérique est forte, mais parce que nous sommes faibles. C'est cette faiblesse qui fait que la politique américaine avance. Les Américains ont sanctionné la Russie, sévèrement. Mais on ne peut pas demander à un peuple qui a perdu 1 million de morts à Leningrad de se soumettre facilement aux Américains. D'ailleurs, les sanctions américaines n'avancent pas. Rusal, qui est le numéro 1 mondial dans le domaine de l'aluminium, d'ailleurs, a obtenu son délisting par le Congrès en tant qu'entreprise sanctionnée. Les Chinois aujourd'hui sont également menacés. Mais les Américains, au vu de l'importance économique de la Chine, on le voit bien aujourd'hui. Ce virus fait en sorte à ce que l'ensemble des industries dans le monde entier tremblent parce que tout le monde craint manquer de pièces détachées venant de la Chine, devenue l'usine du monde. Donc, tel pays est sanctionné parce qu'il achète du pétrole iranien, mais la Chine ne l'est pas. Encore aujourd'hui, alors même que les ventes pétrolières iraniennes ont baissé de plus de 90%, mars 2018, 3 300 000 barils par jour, aujourd'hui 210 à 250 000, le seul pays qui l'achète, au mépris des sanctions américaines, c'est la Chine, et les Américains laissent faire, parce que les Chinois, comme les Russes, savent se faire respecter. Le cas de l'Europe est différent. Malgré une économie plus importante que l'économie américaine, malgré un arsenal industriel équivalent ou meilleur que l'arsenal américain, l'Europe est incapable d'agir. Je vais vous donner des cas particuliers. Depuis la signature de l'accord nucléaire, 14 juillet 2015, son implémentation, 16 janvier 2016, il y a eu 15 rapports de l'Agence internationale d'énergie atomique, l'AIEA, qui ont systématiquement constaté le respect par l'Iran de l'ensemble de ses engagements contractuels au titre de cet accord. Malgré cela, les États-Unis sont sortis au mois de mai 2018. Le lendemain de la sortie américaine, l'ensemble des acteurs économiques qui avaient engagé l'Iran s'étaient lancés sur ce grand marché. Téhéran sûrement ne vaut pas une messe, mais l'intégration de l'Iran dans le système économique international était l'équivalent de l'intégration de l'ensemble des pays de l'Est européen après la chute du mur de Berlin. C'est ça l'enjeu. Principale réserve gazière prouvée au monde, deuxième ou troisième réserve pétrolière prouvée au monde, une population jeune, avec un niveau d'éducation égal ou supérieur à la moyenne haute de l'Europe occidentale, un pays industrialisé. Il y avait un marché important. Mais dans la pratique, que s'est-il passé? Tout le monde est parti. Eh bien, l'Europe a décidé de réagir. D'abord par un courrier que la France, l'Angleterre et l'Allemagne ont régularisé, plus co-signé par l'Union européenne, adressé à M. Mike Pompeo, secrétaire d'État aux Affaires étrangères à Washington, demandant une dérogation pour les grands acteurs européens, pour les champions européens, Total, PSA, Vinci, Bolloré, qui avaient investi dans ce pays pour leur permettre, au moins à ces entreprises-là, de continuer. Pompeo a répondu non. On est d'accord. Ensuite, on a dit, voilà, on va faire en sorte à ce qu'il y ait un fonds de private equity européen qui va assurer le financement des grands projets industriels sur l'Iran, financement qui ne pourrait se réaliser, qui ne pouvait se réaliser sans le concours des banques. Eh bien, l'Europe allait le faire.
c'est resté lettre morte depuis, ça fait plus d'1 an et demi. Ensuite, l'Europe a dit, on va agir, les Américains nous sanctionnent avec le OFAC, on a parlé du département de la justice aux États-Unis, mais il y a aussi le Trésor. Le Trésor, qui a une filiale, une sous-structure qui s'appelle l'OFAC, le Office of Foreign Asset Control, qui, étonnamment, a un pouvoir de lever des sanctions, d'appliquer les sanctions et d'encaisser les sanctions pour son propre usage. C'est-à-dire qu'en France, nous avons un principe en finance publique qui est celui de l'universalité budgétaire, qui fait qu'on ne peut pas affecter telle recette à telle dépense. Eh bien, aux États-Unis, chaque administration, le département de la justice, le Trésor à travers l'OFAC, qui sanctionne une entreprise américaine ou étrangère et qui encaisse l'argent, ne reverse pas l'argent au budget, mais conserve l'argent pour son propre usage. Eh bien, on allait créer un OFAC européen. On attend toujours. Et quand bien même on avait un OFAC européen, en quoi est-ce que la politique européenne est en conflit avec la position américaine pour qu'on puisse sanctionner les entreprises américaines? Derrière, on a dit, voilà, on va ressusciter ce texte de loi, les lois de blocage qu'Ali Laïdi a citées des années 80, adoptées pour la question cubaine, pour que les entreprises françaises ne se soumettent pas à la loi américaine. Et que, de surcroît, que les sanctions américaines ne puissent s'exercer sur le territoire de l'Union européenne. Déjà, comment peut-on vérifier qui se soumet, qui ne se soumet pas? Le refus de faire tel investissement ou de s'engager dans telle décision commerciale n'a pas à être motivé en Europe. Deuxièmement, ça fait une belle jambe pour un grand groupe pétrolier dont les activités upstream, downstream sont principalement en dehors de l'Union européenne, que les sanctions américaines ne puissent s'appliquer à Paris ou à Rome. Ensuite, on a dit, voilà, ça ne marche pas. PSA qui avait acheté Opel pour pénétrer le marché américain ne pouvait prendre le risque d'aller en Iran. Malgré 400 millions d'euros d'investis, PSA a fait un write-off complet et s'est retiré en 24 heures. Pareil pour Total qui s'est désengagé du plus grand gisement gazier au monde, South Pars. L'Europe a dit, bien, il faut trouver un autre moyen. Eh bien, on a créé Instex. Instex, qui est une société qui est immatriculée à Strasbourg, avec un capital social de 3 000 €, avec pour objectif de pouvoir, vu que l'Iran est incapable de pouvoir disposer d'un accès au système financier international, trouver un moyen de permettre à l'Iran de faire ses courses en Europe à travers cette société. L'idée était de quoi? L'idée, c'est que cette société, dont le capital social est également partagé entre 3 pays, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, allait pouvoir encaisser en Europe, en France, le fruit des ventes pétrolières iraniennes des pays européens, pour ensuite garder l'argent sur place. Et dès lors que l'Iran devait procéder à des acquisitions de tel ou tel bien et équipement ou service à l'étranger en Europe, sans qu'il y ait besoin de passer par le système international bancaire, demander à Instex de payer tel achat pour le compte de l'Iran. L'Iran qui achète 100 camions citernes auprès de Mercedes-Benz, eh bien l'argent ne part pas de Téhéran, puisque ça ne peut pas partir de Téhéran, eh bien ça partira de Strasbourg, de Paris, directement. Déjà immédiatement, opposition américaine. Et de toute façon, même en l'absence d'opposition américaine, dans la pratique, encore fallait-il qu'il y ait des sources de revenus. 2 pays européens, la Grèce et l'Italie, avaient obtenu des dérogations, des waivers, permettant à ces pays-là d'acheter du pétrole iranien légalement, sans être sanctionnés par les États-Unis. Dans la pratique, aucun assureur n'acceptait d'assurer les cargaisons. Aucune société de transport maritime n'acceptait d'en assurer l'acheminement. Donc Instex est demeuré lettre morte à date d'aujourd'hui, même sur les transactions autorisées par les États-Unis. Ça s'appelle la General License H, c'est-à-dire les transactions portant sur les produits agroalimentaires ou les transactions portant sur les produits pharmaceutiques. Instex n'a pas été à même de faire ne serait-ce qu'une transaction. Might is right, le pouvoir a raison, et on le constate ainsi. Parce que l'Europe n'a pas été capable de tenir tête aux Américains. Et tant que l'Europe agit de la sorte, les Américains, et c'est normal, useront et abuseront.
Il a été mentionné, la morale américaine, c'est tellement vrai. Tout ça se trouve sa source chez George Washington, qui avait juré qu'il n'avait jamais menti de sa vie. À mon sens, ce n'est pas une question de mensonge. C'est une question de se faire respecter. Malgré le fait que l'Iran a respecté ses engagements, et que ces derniers temps, ces derniers mois, par étapes, l'Iran a réduit tous les 2 mois le respect des engagements de l'accord nucléaire parce que le pays ne trouvait pas l'intérêt d'être le seul parmi 6 signataires à être le seul qui respecte ses engagements et les autres non. Malgré le fait que l'Iran n'ait même pas atteint 5% d'enrichissement, il est toujours aux alentours de 4,8%, c'est vrai, plus que 3,7%, c'est ce qui était autorisé par l'accord, malgré cela, l'Europe aujourd'hui a trouvé le moyen, parce que menacée par les États-Unis, de déférer l'Iran devant le Conseil de sécurité, d'après le mécanisme de règlement de conflit prévu au titre de ce contrat. Pourquoi? On l'a su. Parce que les Américains, la veille, ont informé les Européens que si les Européens n'allaient pas déférer l'Iran devant le Conseil de sécurité pour non-respect de ses engagements, alors qu'aucun autre pays respecte quoi que ce soit, les Américains, le premier pays à être sorti de l'accord, eh bien, le secteur automobile en Europe allait être non pas sanctionné, mais faire l'objet d'une imposition des droits douaniers supplémentaires aux États-Unis de 20 ou 25%, je ne sais plus. Vous imaginez ce que ça représente pour Volkswagen, premier constructeur européen, pour PSA, pour Mercedes-Benz, pour BMW. Bien, l'Europe a décidé de céder une nouvelle fois et de déférer un pays qui était le seul pays qui respectait ses engagements devant le Conseil de sécurité. Ce qui entraîne aujourd'hui, on parle de géopolitique, peut-être une ou deux phrases là-dessus. 83 millions d'habitants, aucune connexion au système bancaire international. C'est-à-dire que si je voulais aujourd'hui envoyer $100 à un membre de ma famille, j'ai aucun autre moyen à part trouver quelqu'un à l'aéroport de Roissy. Si on trouve quelqu'un à l'aéroport de Roissy, s'il y a un vol sur Téhéran, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus rien, qui est disposé à le transporter sur place, les médicaments manquent, les usines sont à l'arrêt, la situation domestique est explosive, et l'Iran surréagit. Et on n'est pas à l'abri d'un débordement. Ils l'ont démontré en abattant, au mois de juin 2019, un asset militaire, un actif militaire américain de 130 millions de dollars. Le drone faisait la taille de cette pièce, plus grand qu'un F-35. Le 14 septembre dernier, à travers les attaques ciblées par un ensemble de drones à propulsion jet et de missiles de croisière, l'Iran a frappé, via les outils, on va dire, les installations pétrolières saoudiennes, en décomposant 50% de la production saoudienne, 6% de la production mondiale, pour montrer le coût que ça entraînerait pour les Américains d'engager militairement l'Iran. Bien sûr que l'Iran perdrait une guerre face aux États-Unis, il n'y a pas de débat, mais il y aura un coût. Et aujourd'hui, chaque jour qui passe accule ce pays ainsi que d'autres. L'Irak aujourd'hui, je parlais de l'Iran, mais l'Irak, pour ce besoin d'énergie, en électricité, a besoin d'importer de l'électricité venant de l'Iran. L'Irak, pour pouvoir assurer le besoin énergétique en termes d'électricité du sud du pays, à Bassora, est obligé de demander aux Américains un waiver, une dérogation. Lincoln disait, et je terminerai là-dessus, power corrupts, le pouvoir corrompt. Absolute power corrupts absolutely. Eh bien, le pouvoir absolu corrompt absolument. Eh bien, aujourd'hui, les États-Unis arrivent à dominer l'économie internationale, puisqu'aucune entreprise internationale est disposée à déchirer sa chemise pour l'Iran, qui est un marché qui est 80 fois plus petit que le marché américain. Même s'il y a des créneaux stratégiques pour nous en France, le secteur pétrolier, le secteur aéroportuaire, le secteur de l'aviation civile, personne ne prend le risque. Parce que ce qui est vrai, c'est que les sanctions américaines sont démesurément plus grandes que l'infraction réelle commise. L'affaire BNP, c'est pas qu'une histoire simple que le BNP a transféré de l'argent venant de l'Iran. BNP a occulté dans ses comptes l'origine des fonds et la nature des fonds. Mais ça portait sur quelques millions de dollars. La sanction 9,3 milliards a fait en sorte à ce que tout le système bancaire international, qui est le premier secteur au devant des frontières de cette guerre économique, se sont soumis. Pourquoi ?
Parce que l'Amérique peut interdire les transactions en dollars US, c'est-à-dire la fin de toute transaction bancaire, la fin de toute banque, ou enlever la licence d'exploitation avec des bancaires, et toutes les banques françaises, dont la BNP majeure européenne, aux États-Unis. En fait, le droit n'est que l'aspect visible de la tête de l'iceberg. Le fond du problème, c'est la puissance américaine, et la conséquence de ce problème, c'est le défaut de courage de la part de nous en Europe. Merci beaucoup, Ardavan Amir-Aslani, pour ce constat terrible de l'Europe qui a quasiment décidé d'elle-même de sortir de l'histoire.